Il y en a qui sont tombés dans cette mythologie et légende. Je suis désolé, hein, c'est mythologie et légende. Il y a des explications. Et c'est des explications beaucoup plus acceptables pour celui qui a le sens critique et qui veut de la réalité. Et on ne veut pas qu'on lui raconte toujours des histoires. Le côté EMP, éther, magnétisme, plasma, c'est la chose la plus acceptable pour la formation du paysage géologique. On est en train de parler géologie, hein. Et c'est tant mieux, c'était l'une des nombreuses questions sans réponse que je voulais aborder. Parce que, pour avoir des explications de la part des tenants du plateau à fromage avec sa cloche par-dessus, c'est un peu silence radio, ce qui confirmerait bien, en partie du moins, que cette question est sans réponse pour les platistes. Mais bon, Z, lui, il a les réponses. Et dans le cas fort probable où il ne les aurait pas, comptez sur lui pour vous les inventer de toutes pièces. Voyons donc ce que Z a à nous dire de ce côté-là de sa biplate. Donc, malheureusement, bon, ben voilà, il y a des sujets sur lesquels il y a le côté philosophique, le côté religieux qui va encore prendre le dessus, ou la justification par les écrits, par la manière d'appréhender les écrits et d'avoir de faire du comment du formalisme, hein, de ces écrits en disant bon ben voilà les arbres géants et tout ça. Voilà, je suis très prudent et j'ai toujours réfuté. Il y a des explications. Et c'est pas le fait de se trouver avec de la pierre fossilisée, la fossilisation, euh, ça s'explique, ça s'explique. Et dire que tous les arbres, tous les trucs qu'on voit à structure qui ressemble à un tronc d'arbre, dire que c'est bon ben les bûcherons géants sont passés par là, c'est malheureux, c'est dommage, mais il faut entamer la discussion pour informer qu'il y a une autre possibilité d'explication. Mais c'est blocage aussi parce que ça fait partie du grand de Alan Duke, au Sentier du Réel, José Bouillon, Marc Grès, Sylvana Trotta, Rox Okier, Hassan Modi, Ewan Enki, etc., ITV, tout ça, c'est le même temple. C'est le même temple. Donc, ici, et la vision scientifique consensuelle, elle est inacceptable. Vous savez, je suis pas tectonique des plaques, hein, je suis pas avec des pressions inexpliquées pour la formation des cristaux et diamants. On trouve des cristaux en surface, des cristaux en surface. On n'est pas obligé de descendre en spéléologie pour commencer à avoir des cristaux. Il y a des cristaux qui poussent en surface. Ça contredit la version consensuelle qui te parle de toujours de pression et chaleur interne pour après faire du travail de mine et aller extraire. Le phénomène, il peut se passer aussi dans le sol. Et on a besoin effectivement de pression, de chaleur. Ça, c'est vrai. Mais cette pression, chaleur, énergie, on peut l'avoir autrement que mécaniquement. C'est électromagnétiquement que ça se passe. C'est avec des décharges électrostatiques. Et quand tu vois que ce phénomène, on peut le reproduire, on peut le démontrer, on peut l'expliquer, et on reste encore dans ce truc de magnétisme. C'est étonnant. Une longue introduction mais qui a le mérite de résumer le discours que Z va nous tenir ici. Alors, une décharge électrostatique dans la nature, ça peut être une simple étincelle obtenue en frottant de l'ambre avec de la laine, mais clairement, ici, il faut changer d'échelle et nous parlerons donc d'éclairs et de foudre pour essayer de suivre Z. Je m'en vais donc commencer à chasser les orages pour récupérer tous les diamants et autres pierres précieuses qui ne manqueront pas d'être créés par les impacts de foudre. Merci Z, ma fortune est assurée grâce à toi. Sarcasme, sarcasme. Affirmer est une chose, démontrer en est une autre, mais ça, Z ne veut pas l'entendre. Vous comprenez, lui, il a une démarche scientifique. Donc, d'après Z, les cristaux poussent en surface. Oui, les cristaux de sel. Mais peut-il seulement démontrer comment il réussit à cristalliser du carbone avec une décharge électrostatique? Ensuite, il nous expliquera comment cette décharge électrostatique a pu créer des diamants à 215 mètres de profondeur à Kimberley, ou encore à 763 mètres de profondeur à Cunningham. Alors, regardez bien la structure du sous-sol en strate horizontale, nous en reparlerons plus tard.
c'est un décodage, si tu veux, pas mécanique de la création. On apprend à comprendre la création par l'énergie, par le magnétisme, par l'électricité statique, par les décharges électrostatiques, par le plasma. Euh, on apprend mieux comme ça que mécaniquement. Genre les petites boules qui s'entrechoquent et Nibiru et la Terre elle a été formée comme ça c'est une belle histoire Star Wars. Ça ne marche pas. C'est qu'une histoire Star Wars. Bah, on attend toujours la démonstration qui ne lui explosera pas la figure. Pour l'instant, nous n'avons qu'une affirmation et un bon gros foutage de gueule, lien dans la description. Laissez-moi donc citer notre ami Z à ce propos. Vaut mieux que ça se passe comme ça. Des mecs qui parlent de terre plate et qui ont rien à expliquer, ben fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ou si vous avez expliqué, c'est faux, vous fermez vos gueules. Mais ceci est une autre histoire, voyons donc comment ici il argumente son propos. Je reste prudent. Et ça, c'est chaud. C'est que les gens, maintenant, quand tu leur expliques quelque chose, ils pensent que c'est de la croyance. Parce qu'on leur a expliqué, bon, ben, la théorie de ceci, la théorie de cela, la théorie du globe, la théorie du Big Bang, la théorie de Darwin, la théorie des ondes gravitationnelles, la théorie des trous noirs, la théorie des multivers, la théorie. Les gens ne veulent plus croire à tout ça. Ils en ont marre. Alors, quand tu as quelqu'un de lambda, platiste Z, qui vient tenter d'expliquer, après tout un travail quand même sur la 2D, expliquer que non, ça peut pas être ça. C'est plat, mais il manque des choses. Eh ben, les gens ne veulent pas faire l'effort parce qu'ils vont croire justement que c'est de la croyance. Qu'on est toujours dans la croyance. Comme la croyance, théorie du Big Bang, théorie du globe, théorie des trous noirs, théorie des multivers, théorie de l'évolution, théorie. Ici, Z confond les termes, soit parce qu'il ne les comprend pas, soit pour enfumer son auditoire. Avec lui, tout est possible. Il nous faut donc éclaircir quelques points. En science, une théorie n'est pas une hypothèse. Une théorie permet d'expliquer ce que l'on observe, mais pas que. Elle peut aussi faire des prédictions. On parle pas de Madame Irma ici, hein. Des prédictions qui doivent pouvoir être validées par expérimentation ou par observation, afin de valider la théorie. Tout ça, ce sont des croyances. Et c'est pas moi qui affirme ça. Je l'affirme aussi, oui, je l'affirme aussi. Mais allez voir des zététiciens, allez voir des sceptiques, du consensus. Ils vont vous expliquer la même chose. Même si le consensus est difficile à admettre, parmi leurs rangs, il y en a qui sont assez honnêtes pour dire, bon, tout ça, c'est des théories. Des noms à nous donner pour qu'on puisse vérifier? Non? Oh là là! Je suis choqué de constater à quel point je ne suis pas surpris. Alors, je rappelle quand même qu'en science, une théorie n'est pas une hypothèse. Si on peut valider les prédictions faites par une théorie, alors cette théorie est validée. Si les expérimentations ou les observations sont contraires à la théorie, celle-ci est bonne à jeter. Lorsque Einstein a présenté la relativité générale en 1915, il a introduit la notion d'espace-temps courbé par la masse. Ce qui a été vérifié en 1919 en constatant que l'espace angulaire entre deux groupes d'étoiles augmentait au voisinage du Soleil. L'espace est donc bien courbé par la masse du Soleil. La relativité générale a été vérifiée plusieurs fois depuis, et pas que par l'astronomie. Au début, beaucoup ne voulaient pas accepter cette théorie qui changeait radicalement la façon d'aborder l'univers. Mais jamais ils n'ont réussi à l'invalider. C'est une théorie, la plus solide dont on dispose pour expliquer les observations astronomiques. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Elle prédit les singularités, mais elle est incapable de dire ce qui se passe au-delà de l'horizon des événements. Mais lorsqu'on trouvera mieux que la relativité générale, car il n'est pas interdit de faire mieux, cela ne remettra pas en cause la forme de la Terre, et ça ne validera en aucun cas le géocentrisme. Le géocentrisme a été réfuté avant la théorie de la gravitation universelle de Newton. La sphéricité de la Terre a été validée bien avant l'abandon du géocentrisme.
Ici, Z assimile donc les trous noirs à une théorie, alors que ce sont des objets, au départ hypothétiques, permis par la théorie. Depuis que cette hypothèse a été émise, on en a détecté en analysant la trajectoire des étoiles proches de ces trous noirs supposés. Cette trajectoire ne pouvait en effet s'expliquer que par la présence d'un objet hypermassif près duquel elles orbitent. Objet hypermassif mais qui ne produit pas de lumière et donc ne peut pas être une étoile. Maintenant, on parvient à les observer, d'une part par les ondes gravitationnelles, puis grâce à l'Event Horizon Project. Mais ça, nous en reparlerons un peu plus tard, car ici aussi, Z confond le sens scientifique du mot observer avec le sens commun. En science, observer et voir, ce n'est pas le même sens. Voir implique la lumière visible. Observer peut impliquer d'autres longueurs d'onde que le spectre visible, les infrarouges, les ultraviolets, les ondes radio, les rayons X, ou même autre chose que des ondes électromagnétiques, des ondes sonores, avec le sonar ou l'échographie, des ondes gravitationnelles avec les interféromètres. Le multivers, lui, n'est qu'une hypothèse de la physique théorique. Ce n'est pas une théorie. Cela n'a jamais été observé. Et je me demande bien d'ailleurs comment on pourrait observer un univers extérieur à notre univers. Mais bon, moi j'ai bac-1 en physique. Enfin bref, Z veut discréditer la science qui fait consensus, mais il ne fait que se discréditer en faisant étalage du flou fort peu artistique dans lequel baigne son esprit. La Terre plate, elle, n'a jamais été vérifiée d'aucune manière que ce soit. C'est une hypothèse plus qu'improbable étant donné que la sphéricité imparfaite de la Terre n'est même plus une théorie, c'est un fait vérifié, mesuré, observé. Mais les platistes de tous bords continuent à pédaler dans la semoule avec leurs idées farfelues qu'ils ne pourront jamais démontrer, puisqu'elles vont à l'encontre des faits. Je peux pas. Je peux pas parce que, voilà. Autant où j'ai avancé pour rendre un modèle fonctionnel, expliqué, on peut démontrer, on peut avancer, autant où on n'est que dans un modèle, même si c'est un modèle qui s'explique, qui se démontre, qui fonctionne mieux que le globe avec le peu d'informations qu'on peut voir. Affirmation zedienne qu'il n'a jamais réussi à démontrer, et pour cause. Il affirme, il prétend, mais jamais il n'a été en mesure d'apporter une preuve irréfutable, et nous allons encore le voir aujourd'hui. Est-il vrai qu'on peut liquéfier la Terre avec un phénomène électromagnétique? Oui, ça veut dire le principe est comme ça. Avec une décharge électrostatique, on a la pression, la température qu'il faut pour liquéfier localement, et redessiner en fonction de la polarité de l'éclair. C'est un peu le résumé. De prime abord, je me suis bien marré en entendant ça. Mais comme c'est un peu léger comme argumentation, j'ai quand même voulu vérifier. Vous comprenez, j'ai toujours appris qu'un courant électrique va toujours de la borne négative, qui dispose donc d'un surplus d'électrons, vers la borne positive, qui est donc en déficit d'électrons. Donc, parler de polarité d'un éclair me semblait être une énorme farce. Mais j'ai trouvé ça et je suis perplexe. Dans un bac à électrolyte, je veux bien, les ions vont vers leur charge opposée. Mais dans le cadre d'un éclair, on parle bien d'une décharge électrostatique, non? Alors comment un éclair peut-il être positif? Qu'est-ce qui voyage d'une borne à l'autre? Des protons? Là, si quelqu'un peut m'orienter, je suis preneur. Mais bon, partons du principe que c'est bien le cas, qu'un éclair peut être positif. Mais comme je l'ai dit, passons sur cet aspect des choses que clairement je ne maîtrise pas, et voyons où tout ça nous mène. Et là, attention, là, on a du grand Z. En fonction de la polarité de l'éclair, et de l'importance de l'éclair aussi, hein. Mais la polarité va faire que tu as un cratère qui va se former ou tu as une montagne qui va se former. Donc l'éclair va arracher pour fabriquer, si tu veux, un Devil Mountain, voilà, un Devil Mountain pour l'arracher du sol et faire comme si c'était une structure racinaire. Mais on a déjà vu
les courants de Lichtenberg, les figures de Lichtenberg. Quand il y a quelqu'un qui il se fait toucher par de l'électricité, il a comme ces systèmes racinaires imprimés à l'endroit où il a eu les brûlures, où il s'est fait électrocuter. Tout ce qu'on voit en réalité, on a ces structures avec ces systèmes racinaires. Ça, c'est pas les racines, c'est une empreinte de la circulation de l'énergie. C'est pour ça qu'il y en a, quand ils voient ça, ils disent c'est un arbre. Donc, regardez, il y a des racines. Mais c'est pas des racines, un éclair avec une puissance qu'il faut, une puissance assez, il va déformer dans sa polarisation, où il va arracher et on va croire que c'est un arbre, où il va faire un cratère. Tous ces gens qui se posent encore des questions, tiens, on a eu des météorites qui sont tombées à 90 degrés. Elles sont tombées tout droit, les météorites. Pas, elles sont tombées tout droit, elles ont fait un trou. Non, ce sont des éclairs. Ce sont des décharges électrostatiques. Et ça, on sait le démontrer. Mais va-moi démontrer une météorite qui tombe du ciel et qui tombe tout droit à 90 degrés. Ça, il faudra le démontrer. Mais moi, je sais vous démontrer que, avec une décharge électrostatique, selon la polarisation, on fait un cratère ou on fait ce que certains appellent un arbre géant. Donc, oui, le sol est liquéfié et refroidi très vite. La pointe intense, des pressions intenses, des vitesses tourbillonnantes autour de la décharge, il y a des vitesses que même un avion de chasse ne pourra jamais atteindre. Et ça, c'est la nature. Une décharge électrostatique qui arrive à changer le paysage géologique. La plus grande fulgurite. Les fulgurites, c'est des roches fondues par le trajet de dispersion d'un éclair dans le sol. Donc la plus grande fulgurite retrouvée jusque-là mesurait 15 mètres. 15 mètres en profondeur, pas en hauteur. Alors quelle devrait être l'intensité de l'éclair qui aurait permis la création de la Devil Tower dans le Wyoming? Devil Tower qui mesure 386 mètres de haut. Ne vous fatiguez pas à chercher, Z lui-même n'en a aucune idée. Mais pire que ça encore, la Devil Tower c'est 386 mètres de haut par rapport aux terres environnantes, pour 183 mètres sur 118 mètres à son sommet, ce qui représente au minimum 59 mètres carrés multiplié par 59 mètres carrés multiplié par 3,14 multiplié par 386 mètres, soit 4 219 111 mètres cubes de roches en fusion. Z peut-il nous expliquer comment il refroidit un volume de roche de 4 millions de mètres cubes assez vite pour qu'il passe de l'état de fusion à l'état solide avant de s'effondrer comme une grosse masse de slim incandescent? Non. Z n'en a aucune idée. Contentez-vous de le croire sur parole puisque d'après lui c'est démontré en laboratoire. Mais du labo à la nature, il y a une marche. Non, pas une marche, une montagne qu'il est bien incapable de gravir. Maintenant, observez les affleurements rocheux environnants. Ils sont rouges. Pas gris comme la Devil Tower, rouges. Alors si Z disait vrai, pourquoi la Devil Tower n'est-elle pas faite de la même roche que celle qui constitue le relief proche? Et ici, nous avons donc de belles figures de Lichtenberg. Lichtenberg, Licht égale lumière, Berg égale montagne. Est-ce pour ça que Z nous a pondu ce délire? Enfin bref, voyez comme ce terrain de golf a été affreusement déformé pour devenir montagneux, bosselé, plat. Pas de bol pour la démonstration in situ. Mais poursuivons plus loin ce délire. Les Alpes. Ici, nous avons une chaîne de montagnes de 1200 km par 250, soit une superficie de 190 000 km², avec des altitudes pouvant atteindre 4807 mètres. Là, la puissance de la décharge électrostatique nécessaire. Une petite idée, professeur Z? Toujours pas? Oh, comme c'est surprenant. Mais poussons encore plus loin. Les Alpes ne sont qu'une partie de la chaîne alpino-himalayenne. Cette chaîne est le produit de la rencontre entre les plaques africaines, arabiques et indiennes d'une part, et la plaque eurasienne de l'autre, avec des microplaques prises en sandwich entre elles, comme la plaque ibérique qui a donné les Pyrénées, la plaque adriatique qui a donné les Apennins, les Alpes et les Balkans,
et la plaque anatolienne qui donne les tremblements de terre en Turquie. Donc, d'après Z, quel cataclysme électrostatique pourrait être à l'origine de toutes ces montagnes? Et de quelle origine pourrait-il bien être? Bien entendu, il doit être en mesure de démontrer ses propos, ce qu'il ne fera jamais, puisqu'ici, c'est mythologie et légende. il y a en moyenne 1 million d'impacts de foudre par an en France. Personnellement, je n'ai jamais eu d'informations évoquant la création d'une nouvelle colline à la suite d'un impact de foudre. Je pense que si tel était le cas, cela ferait sensation et tous les journaux en parleraient. Mais non, rien, nada, walou. Rien dans la vraie vie pour confirmer les propos de Z. Analysons maintenant l'effet inverse, les cratères. Ici, la foudre a bien provoqué un cratère monstrueux d'au moins 2 mètres de diamètre. Ici, c'est un peu moins. Alors, comment se sont créés ces cratères? Le terrain est humide. D'une part, la plage, de l'autre côté, un champ sous la pluie. Un éclair, c'est très chaud. Alors faites passer instantanément de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux et vous obtenez une explosion. Voyons maintenant le météore cratère. 1200 mètres de diamètre, 186 mètres de profondeur. Il faut un éclair de quelle puissance pour créer un cratère de cette taille? Quant à l'humidité du sol en Arizona, c'est pas vraiment du sable sur une plage là-bas, hein. Et si Z veut répondre à cette question, il lui faudra évidemment nous dire et démontrer comment il en arrive à cette réponse. Bah oui, c'est bien beau de prétendre faire toutes les lois de la physique, mais à un moment, il faut arrêter le blabla stérile et donner des preuves. Sans quoi... Vaut mieux que ça se passe comme ça. Des mecs qui parlent de terre plate et qui ont rien à expliquer, ben fermez vos gueules. Fermez vos gueules. Ou si vous avez expliqué, c'est faux, vous fermez vos gueules. Bon ben. Dernier détail. On peut trouver des éjectats riches en fer et en nickel aux environs du cratère. Mais il n'y a ni nickel ni fer dans le sous-sol. Alors quoi? C'est l'éclair qui les a apportés? Ou un météore? Z n'a pas compris qu'entre le laboratoire et la vraie vie, il y a l'analyse sur le terrain. Analyse que Z n'a bien entendu jamais faite. Alors bien que Z ne nous donne pas ses sources quant aux expériences en question, je ne me fatiguerai même pas à tenter de les invalider. De fait, c'est impossible puisqu'on ne sait pas de quelle expérience il parle. Que disent les analyses sur le terrain? Les montagnes, on y voit des strates géologiques bien déterminées, avec des roches de nature différente dans chaque strate. Ceci est absolument incompatible avec des roches en fusion extirpées de la Terre par une force monumentale et refroidies à une vitesse impossible. Les cratères, comme je l'ai dit, on y retrouve des éjectats, des résidus métalliques caractéristiques incompatibles avec le sous-sol. Ah, au fait. Les cratères visibles sur cette photo sont le fait de tirs d'artillerie. Ils sont bien circulaires. Or, les canons ne tirent jamais à la verticale. Il vaut mieux éviter. La forme circulaire des cratères n'est donc pas le résultat de la trajectoire des obus, mais de leur explosion. Il en va de même pour les cratères d'impact. Leurs formes circulaires ne sont pas le fait de la trajectoire des impacteurs, mais elles sont dues à la vaporisation du sol générée par l'énergie du bolide à l'impact. Vous trouverez en description 2 vidéos de simulation d'impact qui montrent bien ça. Revenons-en maintenant à nos mines de diamants avec leurs strates géologiques bien horizontales. Le terrain ici est plat. Le cratère est le fait de l'homme qui a creusé pour y trouver des diamants. Alors ici, c'est des décharges positives, création de montagnes, ou négatives, création de cratères. Explication, démonstration, vous avez 4 heures. J'aurais aimé faire avoir cette discussion avec un contradicteur, mais consensuellement, il y a pas parce que bon ben c'est il y a un modus operandi, c'est scientifique. Dans le cas, c'est dans le cadre scientifique acceptable. On n'est pas dans de la mécanique, on est vraiment dans du énergétique. Et c'est pas du New Age. Donc le truc sur les éclairs, c'est des années, ça fait déjà des années qu'il y a des expériences sur ça. C'est pas une expérience, il y a des expériences, des démonstrations. Et là, dans ce cadre-là, on n'est plus dans la croyance, on est dans le savoir. Quand tu as pu voir la contradiction de certains qui disent
arbre géant, ou certains qui disent météorite, ou certains, voilà. De l'autre côté, tu as une explication avec tout le paquet qui va te démontrer, tu vas plus croire. Tu vas dire non, je le sais. Non, les cratères, je sais, c'est des décharges électrostatiques. Il faut se remettre en condition, bien sûr. Il faut replacer ça. Mais le phénomène, le paysage, les montagnes, les vallées, les cratères, les volcans, les arbres géants, etc. On est plus dans ce cadre-là que de la tectonique des plaques, que des météorites qui tombent du ciel, que etc. Que des arbres géants. Ce n'est pas pour faire chier Z que la science ne veut pas entendre parler de son délire. C'est parce que son délire ne résiste pas à 5 minutes d'analyse scientifique niveau collège. Z aurait dû s'en rendre compte par lui-même si vraiment il était dans une démarche scientifique. Mais voilà, sa démarche est tout sauf scientifique. La preuve, tout de suite. Il y a une mythologie légende derrière tout ça, et dans la démonstration que je te propose, tu le sais. Ou tu peux dire, ah non, là où elle est, non, je l'ai vu, j'ai vu avec mes yeux, tu vas le voir avec tes yeux, et après toi-même, tu pourras l'expérimenter. Tu vas dire, non, moi je sais comment ils font, comment c'est fait, comment la nature le fait, comment la création s'est fait, comment c'est fait, qui va te sortir un éclair pour faire comme ça, sortir une montagne du sol? C'est Dieu. CQFD. Quand on parle de Dieu, on n'est plus dans un cadre scientifique, mais dans un cadre religieux ou philosophique. On n'est pas dans le savoir, mais bel et bien dans la croyance. On ne peut pas démontrer Dieu. Rassurez-vous, on ne peut pas non plus démontrer que Dieu n'existe pas. On peut y croire, bien sûr, mais on ne peut pas le démontrer scientifiquement. On n'est pas dans le même registre. En science, on démontre. C'est pour ça qu'on n'évoque pas la religion. Ce n'est pas pour invalider Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas démontrer Dieu. Pas d'échantillon, pas d'observation, pas d'expérimentation. Z veut nous faire croire que la science est contre la religion comme si la mécanique était contre la médecine. Non, ce n'est pas le même domaine. La science peut en revanche invalider les hypothèses qui tiennent sur des arguments religieux pour tenter d'expliquer le monde, comme la Terre plate. C'est pas les extraterrestres. C'est pas une lune qui s'est écrasée, qui a fait Anunnaki et la guerre des extraterrestres. Non. C'est l'expression de la puissance de la nature. Et ça, moi j'appelle ça, c'est la beauté de la création. Ici, Z fait un amalgame complètement stupide entre une hypothèse scientifique basée sur la collecte d'indices scientifiques, la création de la Lune suite à une collision entre la prototerre et Theia, une protoplanète de la taille de Mars, lien en description, et un récit de science-fiction absolument invérifiable. Il ne discrédite que lui-même en faisant ça. C'est le ciel qui fonctionne pas. Quand tu as une terre et tu dis le ciel il marche pas, c'est pas essentiel. C'est essentiel. Faut-il lui rappeler que son ciel de biplate ne fonctionne pas non plus? Les observations qu'on peut faire discréditent irrémédiablement la biplate. Quant à la pitoyable tentative de contre-argumentation de Z, le magnétisme qui dévirait la lumière, jamais démontré. La diffraction atmosphérique, jamais démontrée non plus. Mais bon, son modèle marcherait mieux que le globe, bien qu'il soit incapable de le démontrer. Oh, prétendre ça, il sait faire. Démontrer, il ne peut pas. C'est un truc en 2D, personne n'a jamais pu résoudre en 2D. Le ciel. Avec la biplate non plus. Comment explique-t-il la rotation apparente du ciel pendant la journée et pendant l'année? N'oublions pas qu'il défend une Terre au centre et immobile. C'est donc l'ensemble du ciel qui devrait tourner autour de la Terre. Comment explique-t-il le mouvement rétrograde des planètes? Comment explique-t-il les orbites du Soleil et de la Lune autour de la Terre en alignement avec l'équateur géographique, alors que l'équateur magnétique est tout sauf aligné avec l'équateur géographique? Comment explique-t-il les saisons?
Bien entendu, chacune de ces affirmations devra pouvoir être démontrée. Mais comme son propre modèle lui interdit de savoir où se trouve exactement le Soleil, il sera bien en peine d'apporter la moindre preuve de ce qu'il avance, sans devoir détruire lui-même son modèle. Bref, quand un modèle est impossible à observer, quand il est impossible à démontrer, on peut le jeter à la poubelle. Mais Z s'est tellement enfoncé loin dans son délire qu'on peut se demander s'il est encore capable de cette lucidité. C'est la beauté de la création. Même encore de nos jours, ça, les scientifiques en savent de plus en plus. Les années qui passent, ils en savent de plus en plus. Mais déjà en 2017, 2018, on lit des articles où on entend que les tremblements de terre, écoutez bien, les, pourquoi je parle de ça? Parce que, vous savez, en 1990, on est en train de faire des projets de fin d'année, et chacun, il fait son projet de fin d'année. Il y a chez les électroniciens, je me souviens, j'avais un électronicien, un pote électronicien, lui, il voulait faire un détecteur de tremblement de terre. Et je vous assure, c'est quelque chose, c'est une légende. C'était une légende encore il y a longtemps, les années 70, les années 80, les années peut-être même 90, où les électroniciens, c'était celui qui arriverait à fabriquer un détecteur de tremblement de terre qui arriverait simplement à gagner 5 minutes. À gagner 5 minutes avant le drame, avant que les gens soient aplatis, avant que. Et on voyait, toi, c'était, entre guillemets, ça restait de la détection mécanique. À ce moment-là, déjà, je voyais l'électronicien, c'était de la détection mécanique. Et là, quand on lit des articles en 2017, on lit, les scientifiques sont capables de prévoir les tremblements de terre et certaines explosions volcaniques une semaine à l'avance. Rien qu'en ayant une lecture magnétique de la zone, les interférences magnétiques, dans la zone où ça se prépare. Avant qu'il y ait le tremblement de terre et avant que le volcan sorte, il y a des anomalies magnétiques localement dans la zone où il va se préparer un boom ou un tremblement de terre. Enfin, on sait prévoir les tremblements de terre. Mais est-ce qu'ils le font? Oui, maintenant, il y a des systèmes en marche. Il y a des systèmes en marche, des systèmes sismiques. Est-ce que c'est vraiment des systèmes mécaniques ou c'est des systèmes avant-gardistes qui vont avoir une lecture magnétique de la zone et te dire oui, nous sommes dans les normes, enfin les mesures ou les valeurs qu'ils ont sont des valeurs qui précèdent un tremblement de terre. Donc on est dans ce cadre-là. Donc encore une fois, une lecture magnétique, c'est une lecture électromagnétique, bien sûr. Mais on est toujours dans cette lecture-là, où on arrive à mieux comprendre la nature. Où la version mécanique, les tectoniques des plaques et tout ça, c'est pas prévoir ça. Ah ben tiens donc, ben si. Ça a changé. Ça a changé. Oui, lors de certains tremblements de terre, on peut détecter des anomalies électromagnétiques dans le sol. Ceci dit, regardez, là je fais tourner la dynamo. Nous pouvons détecter des phénomènes électromagnétiques sous la forme d'une production de lumière. Mais cela ne démontre pas que la force qui initie ce phénomène est d'origine électromagnétique. Ici, Z inverse les causes et les conséquences, ce qui venant de lui n'a rien de surprenant. Il existe des matériaux piézo-résistifs. Leur conductibilité électrique est modifiée par une pression mécanique. La silice, largement présente dans le sol, en fait partie. De même, il existe des matériaux piézoélectriques. Soumis à une pression mécanique, ils produisent un différentiel électrique, et inversement, soumis à un champ électrique, ils se déforment. Le quartz, largement présent dans le sol, en fait partie. Donc, si vous soumettez des roches à une forte pression mécanique, vous allez pouvoir détecter des manifestations électromagnétiques dans le sol, si tant est qu'ils contiennent de la silice et du quartz. Mais de là à pouvoir prévoir le tremblement de terre 7 jours à l'avance. Je suis curieux de savoir d'où Z tire cette information.
Encore une fois, Z s'avance, mais il est incapable de nous expliquer le mécanisme en jeu dans le tremblement de terre. Un phénomène électromagnétique? Quelle en serait la source? Quels en seraient les mécanismes en jeu? Comment ce phénomène électromagnétique dont on ne sait rien pourrait-il provoquer un tremblement de terre alors que les roches ne répondent pas à un champ magnétique? Comment ce phénomène électromagnétique pourrait-il se produire sur une terre stable? Faut bien que ça bouge en dessous pour qu'il y ait un phénomène électromagnétique qui bouge. Les plaques tectoniques, on peut les observer. Le Rif africain, l'Islande, les dorsales océaniques, on peut même détecter le mouvement des plaques tectoniques avec des balises GPS. Son phénomène électromagnétique qui expliquerait tout. Z ne peut pas nous l'expliquer. Je vous laisse en déduire ce qu'on peut en penser. Il y a une attraction. Il y a des propriétés attractives. Et nous, on a vraiment les pieds près du sol. On est très, très attractés. Hein? Non, il y a bien une accélération mesurée. Là, on n'est plus dans de la formalisation. Là, on est en train de... Quelle est l'explication du phénomène de cette attraction? Il y en a qui parlent de gravité, gravitation. Et moi, je dis non. Je dis non. Gravité, gravitation, c'est une vision mécanique d'une formalisation électromagnétique. Tiens, c'est nouveau ça. Jusque-là, il nous parlait de formulation mathématique de propriétés magnétiques. Allez comprendre. Quoi qu'il en soit, il s'agit là d'une affirmation phare de la physique zédienne. Mais comme d'habitude avec les affirmations clés de la physique zédienne, celle-ci n'a jamais été démontrée. Ici, Z confond analogie mathématique et équivalence physique. On devrait peut-être lui offrir un dictionnaire des termes scientifiques, mais bon, j'ai pas l'impression qu'il soit disposé à le lire. Chimiquement, électrochimiquement, Mendeleïevement, le tableau de Mendeleïev. C'est pas mécanique, c'est électrochimique. Électrochimique, électro. Donc, il y a, il y a forcément, il y a forcément un peu de vrai. Il y a un peu de faux dans le consensus. Tout n'est pas faux. Ils se servent, ils construisent un contexte mécanique. Le consensus, c'est essentiellement de la mécanique. Ils font des bouboules partout. Et après, ils te parlent de magnétisme, électromagnétisme quand ça les arrange. Mais il n'y a pas de bouboule. Il n'y a pas de bouboule. Là, Z est perdu pour la science. Il est même perdu au regard du progrès des connaissances de l'humanité. Il est digne d'un argumentatif Darwin Award. Alors, petit rappel de chimie niveau bac-1. Oui, j'ai arrêté la physique en passant en terminale. J'ai fait un bac série économique et sociale, pas de physique au programme. Un ion est un atome avec des électrons en plus ou en moins, ce qui lui donne une charge électrique. Donc ce que nous propose Z, c'est une attraction électrochimique. En d'autres termes, le sol aurait une charge électrochimique, les autres objets, tous les autres objets, une charge électrochimique opposée. Mais alors, pourquoi puis-je vous serrer la main alors que nous serions tous deux porteurs de la même charge électrique, ce qui devrait nous repousser l'un par rapport à l'autre? Si je pose une chaise sur le sol, comme je suis moi-même attiré par le sol, je porte une charge électrique de la même polarisation que celle de la chaise. Alors je ne devrais jamais pouvoir m'asseoir. C'est con, j'avais envie de me poser là, moi. Si, en jouant avec de l'électricité statique, je parviens à avoir la même charge électrique que le sol, je décolle?
Mais alors pourquoi se fatigue-t-on à mettre des ailes aux avions lorsqu'il suffit de leur coller une charge électrique? Si je suis attiré vers le sol, comme l'air ambiant, c'est que l'air et moi avons la même charge électrique. Comment puis-je respirer? Je devrais repousser cet air. D'ailleurs, comment les molécules de diazote et de dioxygène portant la même charge électrique, puisqu'elles sont attirées par le sol, pourraient-elles se mélanger pour former de l'air, puisqu'elles devraient se repousser? Je vais commencer à paniquer, moi, avec ces bêtises à Z. Bref, encore une fois, Z veut faire genre j'ai tout compris. Mais dès qu'il parle, ses arguments montrent qu'au mieux il n'a rien compris, au pire qu'il ment comme un arracheur de dents. Alors de là à vouloir nous démontrer quelque chose... Donc, cette histoire d'attraction, où qu'on soit, euh, il y a une explication où ce sont les propriétés magnétiques de ton corps, de la chose, de ce que tu vas soumettre à la chute. Mais on comprend mieux que la gravité, ce que eux appellent gravité, c'est pas autre chose que des propriétés attractives magnétiques. Pourquoi? Parce que eux appliquent la gravité à tout. Il te dit la gravité, ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. C'est faux. La gravité, c'est mathématique. C'est pas, ça s'applique à tout. Ça s'applique à la mathématique, la gravité. Quand on revient dans la réalité, c'est le magnétisme qui s'applique à tout. J'en reviens à ce que j'ai dit plus haut concernant les propriétés électrostatiques des objets. Si mes pieds étaient attirés vers le sol à cause des propriétés magnétiques, si je fais un équilibre sur mes mains, je devrais être en lévitation, non? Si je pose un aimant sur le sol, je ne devrais pas être en capacité de le poser sur son autre face. Bref, Z prétend, il ne démontre jamais. C'est là toute la subtilité de la physique scientifique. Il n'y a jamais besoin de démontrer quoi que ce soit puisque c'est décrété fonctionnel. Et vous savez quoi? C'est pas fini. Non, quand il y en a plus, il y en a encore. L'électromagnétisme qui s'applique à tout, c'est pas la gravité. La gravité n'est qu'une formalisation mathématique. Quand on comprend que c'est du magnétisme et qu'on va dire non, c'est le magnétisme qui s'applique à tout, et qu'on va prendre l'exemple, un premier exemple, qui va démonter la gravité. Les nuages. Les nuages. Les nuages. C'est des gouttes d'eau, c'est pas du gaz. C'est pas du gaz, c'est des nuages, c'est des gouttes d'eau. Les gouttes d'eau qui ne sont pas soumises à la gravité. Ben non, c'est mécanique. L'attraction, cette attraction, c'est des propriétés magnétiques. Tant que les nuages n'auront pas changé de polarité ou n'auront pas changé de propriété électrique, ben le nuage, il peut être aussi menaçant, apocalyptique. Ben, il restera en haut. Il tombera pas. On va changer son état et il va tomber. Il va tomber. Il va être attiré. Donc on a bien ça. Celui qui dit densité, flottabilité, il peut pas dire que c'est applicable à tout. Parce que c'est pas applicable à les nuages. La goutte d'eau, elle est plus dense que l'air. La goutte d'eau, c'est pas du gaz. C'est une gouttelette d'eau. Elle est plus dense que l'air. Elle est plus dense que le gaz. Donc, densité, flottabilité, ce n'est pas applicable. Si t'es platiste, t'es sincère, t'es honnête, tu dois dire oui. Tu dois pas répéter comme les Américains, densité, flottabilité, perspective, puisque c'est faux. Ce n'est pas de la gravité, c'est des propriétés magnétiques de la matière. La version gravité n'est qu'une formalisation mécanique d'un phénomène électromagnétique. La preuve, les gouttelettes d'eau ne sont pas soumises à la gravité mécanique, mais les gouttelettes d'eau sont soumises à l'électromagnétisme. Je suis très méchant ce soir. Et il insiste pour clouer lui-même son cercueil argumentatif.
Il est assez surprenant de voir Z tomber dans les mêmes travers de bêtises que Marc Ban. Alors, comment fonctionne un nuage? J'en ai parlé ici, le lien est dans la description. De l'air chargé d'humidité se réchauffe au contact du sol. Comme cet air est chaud, il monte. Arrivé à une certaine altitude, l'air se refroidit. La vapeur d'eau se condense donc en gouttelettes. Mais il s'agit toujours d'une colonne d'air ascendant plus chaud que l'air environnant. Les gouttelettes tombent en permanence dans de l'air qui monte, mais elles tombent plus lentement que l'air ne monte. Pourquoi? Parce que ces gouttelettes sont trop petites. Leur rapport masse-surface de contact avec l'air est donc faible. Qui dit surface de contact dit frottement. Prenons un cube d'eau de 1 mètre de côté. Comme il a 6 faces, il a une surface de contact avec l'air de 6 mètres carrés pour une masse de 1 million de grammes. Soit un rapport masse-surface de 166 666,667 grammes par mètre carré. Maintenant, coupons notre cube en 4 dans chaque dimension. Nous avons désormais multiplié la surface de contact par 4 pour la même masse. Nous avons donc désormais un rapport masse-surface divisé par 4, soit 41 666,667 grammes par mètre carré. Répétons l'opération. Nous avons à nouveau divisé le rapport masse-surface par 4, ce qui nous donne 10 416,667 grammes par mètre carré. À la 6e itération, nous obtenons des cubes de 0,25 mm de côté, pour un rapport masse-surface de 40,69 grammes par mètre carré, soit 2 fois moins qu'une feuille de papier d'impression. Qui dit surface de contact dit frottement. La colonne d'air ascendant maintient donc les gouttelettes en l'air car ces gouttelettes tombent moins vite que l'air ne monte. Mais elles tombent bel et bien dans cette colonne d'air. Elles ne deviennent pas antigravitationnelles par un effet magnétique qui n'a jamais été démontré. Lorsque ces gouttelettes s'agglomèrent, elles grossissent. Et plus elles grossissent, plus leur rapport masse-surface de contact augmente. Si ce rapport devient trop élevé, il pleut. Ici, Z nous a juste démontré encore une fois qu'il ne sait pas de quoi il parle. D'ailleurs, quand il nous dit qu'il suffit de changer la polarité du nuage, il fait ça comment? Bien, faisons un récapitulatif des questions sans réponse abordées aujourd'hui. La tectonique des plaques, les tremblements de terre, le volcanisme et le magnétisme terrestre sont liés d'après la vraie science. Comment les platistes expliquent-ils ces phénomènes? Comment démontrent-ils leurs propos? Comment les platistes expliquent-ils la gravité? Comment les platistes expliquent-ils les éclipses? Comment les platistes expliquent-ils les marées? Allez, la suite dans une future vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, méfiez-vous des contrefaçons et surtout, n'oubliez pas,